Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Claude. Alors, il se trouve que nous nous connaissons depuis 40 ans. Donc on va se tutoyer si ça ne nous dérange pas. Et 40 ans, je l'ai découvert en fait dans le livre, puisque Claude rappelle que c'est en 1985, au moment où il a été nommé chargé d'affaires en Afrique du Sud, qu'on s'est rencontrés. Il se trouve que moi j'avais vécu comme correspondant de l'AFP pendant 4 ans en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. J'étais en train d'écrire, comme il le rappelle dans le livre, un livre sur l'apartheid, et nous sommes restés en contact. Et je vais révéler quelque chose qui n'est pas dans le livre. C'est que c'était très difficile d'avoir des informations. Moi, j'étais interdit de séjour en Afrique du Sud. Et un jour, je transite par l'aéroport de Johannesburg. Et Claude profite de son passe diplomatique qui lui permet d'entrer dans la zone sous douane de l'aéroport de Johannesburg. Et on se rencontre là, on avait prévu le coup. Et il m'a amené des papiers sur un cas de torture du secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, le père Mkatchwa, et qui était une énorme affaire à ce moment-là de répression en Afrique du Sud. Et donc voilà un ambassadeur qui n'a pas peur de transgresser quelques petites règles pour le bien de sa mission, dont il explique dans le livre qu'elle était d'aller porter la parole anti-apartheid, qui a été le choix du gouvernement français à ce moment-là. Ce livre est assez incroyable puisqu'il part de la naissance et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un livre de mémoire très complet. Après, quelques petits livres qui portaient sur des moments très précis. Je pense notamment à cette journée où le général Giap vient chanter la Marseillaise à l'ambassade de France à Hanoï, qui était un petit livre très, très nerveux et très, très bien écrit, mais qui était directement sur un épisode. Pourquoi avoir fait la totale? Ça correspondait à quel besoin? Ça correspondait, je crois, à un double besoin. Le premier, c'était probablement de vouloir raconter quelques négociations dont on a trouvé plus commode de ne pas parler ou de ne plus parler ou de les oublier, comme celle, par exemple, de réconciliation avec Pékin après que nous ayons vendu beaucoup d'armes, après qu'un gouvernement français ait vendu beaucoup d'armes à Taïwan. On en parlera. On en parlera. Ça peut être aussi, deuxième exemple, le fait qu'avec mon collègue allemand à Moscou, nous avions réussi à convaincre nos gouvernements de proposer à Poutine l'établissement d'un espace économique commun, d'ailleurs aussi d'un espace de recherche commun. Poutine avait accepté, d'ailleurs, de bonne foi ou de mauvaise foi. Ça n'a pas pu se faire, tant pis, mais pourquoi ne pas en parler ? Pourquoi glisser ça sous le tapis? Après tout, ça a existé, et il y a ici d'ailleurs des témoins de cette époque. Et puis, d'autres exemples, je crois aussi, en deuxième lieu, que j'ai eu envie d'écrire pour les étudiants. Nous sommes ici à l'INALCO, il y a des étudiants, il y a des professeurs, et je pense qu'il est important que, en effet, on explique dans le fond ce que fait un ambassadeur. Moi, très souvent, des gens qui ont feuilleté le livre depuis qu'il est sorti, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, m'ont dit, parce qu'ils étaient complètement extérieurs à la profession, mais comment se fait-il qu'un diplomate soit exposé à tant de sujets, à tant de choses, qu'il fasse un jour de la politique, un autre jour des questions militaires, un troisième jour de l'agriculture, un quatrième jour des questions juridiques. Donc j'avais envie de raconter ça. Et puis pour tout vous dire, mon cher Pierre, c'est thérapeutique. C'est thérapeutique parce que quand on est à la retraite depuis un certain temps, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais disparaître, je vais mourir, et ça c'est sûr. Alors finalement, c'est ça. Ça a été une thérapeutique pendant 2 années. J'ai consacré pas mal de temps à écrire ce livre. Je n'avais pas de journal et pas de carnet. Donc, en essayant de faire remonter des bulles de mémoire et en faisant quelques recherches. Et je crois que ça a été, en effet, assez déterminant dans ma démarche. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre et qui, d'ailleurs, maintenant permet de rencontrer beaucoup de gens avec lesquels j'ai travaillé
et qui ressortent avec le livre à la main en disant mais dans le fond c'est peut-être pas exactement comme ça que ça s'est passé, et ça introduit un débat. Alors je vois Monique Chapelle qui a remonté la Seine à la nage pour venir nous trouver depuis sa résidence permanente, alors qu'elle était attachée commerciale, conseiller commercial à Pretoria, mon cher Pierre. Et effectivement, je confirme que c'est Pierre Aski qui m'a instruit en Afrique du Sud avant mon départ. Nous sommes rencontrés un jour où il était dans le noir en train d'écrire son livre, qui s'appelait d'ailleurs l'Afrique blanche, évidemment. Et c'est lui qui m'a en fait donné les clés, les rudiments de ce pays, où j'avais en effet une mission qui était de prendre une posture assez nettement anti-apartheid, sans me faire expulser, qui n'était pas évident, et en préservant nos intérêts économiques pour l'avenir. Équilibrisme. Avant de rentrer dans quelques sujets, on ne va pas faire le tour de tous les sujets du livre, mais il y a un mystère qui m'intriguait, c'est l'idée de présenter le choix de la diplomatie comme un hasard ou un accident, et pas comme une vocation ou comme un choix, ce qui est souvent le cas. Est-ce que c'est une coquetterie ou... Ah, pas du tout. Moi, il se trouve que je suis né à Loches, qui est une considérable sous-préfecture du département d'Indre-et-Loire, mais où on n'avait jamais entendu parler d'un diplomate. J'y suis d'ailleurs retourné 50 ans plus tard, il n'y a pas longtemps, puisqu'il se trouve que Loches est au centre de l'activité du musée Guimet aujourd'hui. À musée Guimet, vous pouvez voir une magnifique exposition sur les bronzes d'Angkor, mais il se trouve que 100 ans plus tôt que moi, un monsieur est né à Loches, il est devenu officier de marine, et évidemment, la marine l'a affecté à Saigon, et lui a dit « tu remontes le Mékong pour voir jusqu'où c'est navigable ». C'est pas très navigable le Mékong parce qu'il y a des chutes, des cailloux, etc. Donc il a remonté le Mékong en partie en bateau, en partie à pied, et il a découvert les ruines d'Angkor. Ce monsieur Delaporte est donc un monsieur célèbre maintenant à Loches, à Tours et à Paris. Alors voilà, le hasard est dû en fait ensuite que je sais pas. Donc il y a deux célébrités de Loches. Oui, on attend les rues, les places, etc. Voilà. Enfin, on va attendre que l'exposition de Laporte soit terminée. Et puis évidemment, pour des raisons familiales, j'ai déménagé, ma mère a déménagé de Loches à Tours pour faire des études aux petits. Et il se trouve qu'à Tours, il y avait au lycée de Tours des classes préparatoires aux grandes écoles. Et n'étant pas assez fort en maths, j'ai pas du tout songé à faire maths sup et maths spé. La cagne et l'hypocagne, c'était pas vraiment... c'est d'abord, il y avait que des jeunes filles à Tours, on se demandait pourquoi, dans un lycée de garçons en plus. Donc j'ai préparé HEC. Et HEC, c'est pareil, la coutume était qu'on préparait à Tours une année et qu'ensuite on se transportait à Paris pour les choses sérieuses, pour préparer une deuxième année. Et puis, j'ai été reçu, probablement par hasard, dernier d'ailleurs, à HEC. Donc j'ai été catapulté à Paris un peu prématurément. Et là, à Paris, quand même, c'est le vrai monde. Et donc on entend parler quand même de diplomatie et de diplomates. Et de fil en aiguille, effectivement, j'ai songé à préparer l'ENA, qui, comme vous le savez, aujourd'hui, a changé de nature. Mais on en parlera peut-être en conclusion. Un des autres, non pas mystère, mais une des caractéristiques d'une carrière comme la tienne, c'est d'être passé de sujets très divers tout au fil de ta vie, donc que ce soit les affaires européennes, Moscou, Pretoria, Delhi, Hanoï, et la direction d'Asie, sans être un spécialiste de ces zones a priori. Est-ce que c'est un choix qui t'a plu ou qui t'a satisfait, ou est-ce que c'est un défaut des carrières de ne pas être plus spécialisé? Quelle conclusion tu en tires? Les deux, mon colonel. Les deux, c'est-à-dire que, bien sûr, a posteriori, j'en suis très content. Et je regrette de ne pas avoir été en poste en Chine, de ne pas avoir été en poste en Iran, de ne pas avoir été en poste en Amérique latine et dans plein d'autres pays. Mais comme j'ai heureusement été pendant 4 ans en Inde, je crois à la métempsychose et par conséquent, il y aura d'autres occasions dans d'autres vies, bien entendu.
c'est aussi le fait que, venant de province, j'étais précautionneux. J'ai passé les concours, je me suis entouré, probablement parce que je n'étais pas très sûr de moi, d'un certain nombre d'assurances. Et rentrant au Quai d'Orsay, à la suite d'un stage avec l'ambassadeur Bögner à la représentation permanente à Bruxelles auprès des communautés européennes, et Bögner, c'était pas rien, c'était une grande vedette de la diplomatie française. Donc je suis rentré par cet exemple-là au Quai d'Orsay, mais à condition de passer le maximum de temps à faire ce que faisait à la représentation permanente à Bruxelles, c'est-à-dire de la négociation. Et dans le fond, j'ai passé 12 années dans les affaires européennes, à Paris, au Quai d'Orsay, à nouveau à la représentation permanente, puis au GCI, qui est devenu le secrétariat général des affaires européennes, c'est-à-dire un service du Premier ministre, à apprendre à négocier avec des gens tout à fait remarquables, parce que, dans le fond, je ne suis pas sûr qu'il existe en France une école, une vraie école diplomatique ou une vraie école de négociation. C'est aussi un sujet sur lequel on pourrait réfléchir. Donc j'ai passé 12 années à faire toutes sortes de négociations, d'abord dans la communauté A6, dans la communauté A9, dans la communauté A12, ensuite jusqu'à tous les élargissements possibles, et piqûre de rappel, à la fin de ma carrière, un ministre un peu espiègle m'a dit bah, « Écoutez, avant votre retraite, 65 ans, c'est le coup près, c'est dans la loi, il ne reste que 18 mois, on ne peut pas vous renvoyer à l'étranger, c'est pas possible, c'est trop court. Mais peut-être que ce serait bien si vous occupiez de la présidence française de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne, pour 2008, puisque la présidence était encore tournante, c'était avant le traité de Lisbonne, et le président Sarkozy devait présider pendant un semestre le Conseil européen, et les ministres présidaient chacun leur conseil. Et donc j'ai eu cette petite piqûre de rappel européenne avant de prendre ma retraite. Et effectivement, je crois que sur l'aspect européen, j'ai vu les négociations sous tous leurs aspects. Ça m'a beaucoup servi par la suite. Et puisque, dans le fond, je n'ai pris le grand vent, à commencer par l'Afrique du Sud, qu'après avoir beaucoup investi dans ces négociations technocratiques. Ce qui, d'ailleurs, m'a valu de dire au ministre qui voulait m'envoyer en Afrique du Sud, je pense qu'il y a une erreur. Je suis un technocrate de type bruxellois. Les townships brûlent en ce moment. Il y a une révolution en cours en Afrique du Sud. Et il dit si, vous avez tout à fait le caractère à ça, et il faut que vous y alliez. Donc j'y suis allé, bien entendu. Et grâce au conseil de Pierre, ça s'est finalement assez bien passé. Je crois quand même que quand on m'a rappelé à Paris, il était grand temps qu'on me rappelle, parce que finalement, le gouvernement Bourg aurait probablement trouvé le prétexte pour m'expulser. J'en faisais un petit peu trop, sans doute à ses yeux, en passant une nuit de Noël à Soweto, dans une église noire, bien entendu, et en faisant un certain nombre d'autres espiègleries, puisqu'on m'avait dit de prendre une position nettement anti-apartheid, eh bien, je l'ai fait. Alors, est-ce que la négociation, l'art de la négociation, c'est la principale qualité du diplomate? C'est quoi la principale qualité? C'est une des qualités principales du diplomate, parce que la négociation, ça implique de bien comprendre l'autre, celui avec lequel on négocie. Et comme l'a dit un de mes collègues, qui en a d'ailleurs fait un livre, les autres ne pensent pas nécessairement comme nous, n'est-ce pas? Et ça, c'est une évidence absolue. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas d'ailleurs si M. Trump en est totalement convaincu, on peut faire des écarts de langage comme ça aujourd'hui? Oui, je pense qu'il écrirait un livre qui s'appelle « L'autre n'existe pas ». Voilà, c'est ça. Donc effectivement, nous, notre métier, c'est d'essayer de comprendre ce que veut l'autre. Ce n'est pas une raison pour l'accepter, bien entendu, mais c'est indispensable pour négocier. Et de voir quels sont les points qui sont essentiels dans sa position, de façon à pouvoir en tenir compte, si c'est possible, et si ce n'est pas contraire aux intérêts nationaux. Cela dit, à l'époque où j'ai commencé les négociations européennes, c'était une époque, disons, gaullienne, puisque c'était l'époque de Pompidou, puis ensuite l'époque plus européenne de Giscard d'Estaing. Et donc, c'est vrai qu'à Bruxelles, il arrivait assez souvent qu'on soit isolé. Et à ce moment-là, on disait, on a probablement raison, on est totalement isolé. Ce n'est pas exactement ce qu'on fait aujourd'hui. On dit, oh là là, on va être isolé. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on trouve des alliances, il faut, etc. Bon. À l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment ce genre de scrupules. Et donc, pour répondre à ta question,
il faut apprendre à négocier, c'est-à-dire à apprendre ce que l'autre pense, ce que le partenaire, qui peut être aussi un adversaire parfois, pense, mais il faut en même temps maintenir un cap. C'est-à-dire qu'on a des instructions, au SGCI on contribue d'ailleurs à les fabriquer, ces instructions. Quand on est ambassadeur, on suggère parfois telle ou telle action, par conséquent on participe à l'élaboration, mais une fois qu'on a des instructions, il faut s'y tenir. Alors les instructions, elles sont de deux natures, soit politiques, soit techniques, pour ne pas dire technocratiques. Politique, c'est par exemple Chirac qui me dit, quand je pars en Inde, puisqu'il avait repris l'habitude du général de Gaulle de recevoir les ambassadeurs en partance, il m'a dit, écoutez, je veux faire de l'Inde notre partenaire principal dans la zone. Le Pakistan, c'est terminé, on a trop fait. C'est l'Inde, je veux que l'Inde soit le partenaire. Alors, vous les voyez comme vous voulez, mais voilà. Et, enfin, il ne parle pas comme ça, il parlait un petit peu autrement d'ailleurs, mais bon. Et puis, ça a été la même chose ensuite, quand on m'a nommé à Moscou. Chirac, toujours, m'a dit, écoutez, Poutine vient d'arriver au pouvoir, je ne le connais pas. Je l'ai invité à Paris pour faire connaissance. Il est mal élevé, il ne répond pas. Alors, allez là-bas, vous voyez ce que vous pouvez faire, il faut qu'il vienne. Moi, je veux voir ce qu'il y a dans le ventre. Et puis, de toute façon, la Russie, c'est notre voisine en Europe. Et on doit avoir de bons rapports avec la Russie. C'était une autre époque. C'était d'ailleurs au siècle dernier. Enfin, pas tout à fait. En Russie, j'y suis arrivé en 2000. Mais c'était une autre époque, en effet. Et à l'époque, tous les pays occidentaux faisaient la course à l'échalote pour s'attirer les faveurs de Poutine et voir quel type de rapport de coopération on pouvait avoir avec lui. Donc, on a des instructions de caractère politique, et puis les services fabriquent des kilomètres d'instructions techniques dont on tient plus ou moins compte, effectivement, suivant les cas. Évidemment, une ambassade est une machine à produire du papier, parce qu'il faut rendre compte de tout. Il faut rendre compte de la situation du pays dans lequel on est, politique, économique, sécuritaire, et il faut en rendre compte de façon honnête, c'est-à-dire de façon exacte. Ça peut être compliqué. Par exemple, c'est vrai qu'on a reproché à un collègue, injustement, de ne pas avoir prévu la chute de Ben Allah en Tunisie. Il est possible que son télégramme qui a fuité ait été tronqué, mais en tout cas, on peut toujours, même si c'est désagréable pour les oreilles du gouvernement, rendre compte de façon complète, totale et exacte. Si c'est vraiment très difficile, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas entendre à Paris, ça arrive, à ce moment-là, on peut toujours aller rendre visite à un collègue ambassadeur, par exemple américain, par exemple britannique, allemand, ou au doyen des avocats, ou à une personnalité de la société civile, et le faire parler. On peut même solliciter un peu ce qu'il dit, et prévoir en effet la chute de Ben Allah, parce que c'était prévisible. Et l'ambassade des États-Unis l'avait écrit dans ses télégrammes. Donc l'ambassadeur, il doit renseigner correctement son gouvernement et dire la vérité. Alors la vérité, il doit la dire, il ne doit pas se faire de cinéma à lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne raconte pas d'histoire. Quand il négocie, c'est une autre affaire. Tous les arguments sont bons dans la négociation, bien sûr, à condition de rester sérieux, parce que c'est la condition de la crédibilité. Et notamment dans les négociations économiques, dans les négociations politiques, il faut rester sérieux pour que le partenaire vous attribue une crédibilité certaine. Pour rester sur Poutine et la Russie, parce que c'est quand même, ça pèse sur le monde d'aujourd'hui. Tu écris dans le livre que l'invasion de l'Ukraine et la détérioration, la rupture avec la Russie a réduit à néant tout ce qui avait été envisagé ou tout ce qui avait été imaginé et tenté au début de Poutine, donc au moment où tu arrivais, c'est-à-dire une insertion de la Russie dans un cadre européen élargi. Quel était le plan et pourquoi ça n'a pas marché ? Le plan, c'était de voir jusqu'où on pouvait aller pour arrimer la Russie à l'Europe. C'était donc une politique expérimentale, pour la qualifier comme ça. En faisant cette politique expérimentale, on n'a d'ailleurs rien concédé. On a expérimenté. Peut-être que Poutine était d'ailleurs dans le même état d'esprit. Il voulait expérimenter quel serait le prix à payer pour avoir des rapports très étroits avec l'Europe. C'était l'époque où, dans les think tanks à Moscou,
On les invitait toujours quand on avait des visiteurs importants, et dans les petits déjeuners à l'ambassade. Le terrible Karaganov qui menace toutes les semaines d'envoyer une bombe nucléaire sur Paris, sur Londres et sur Rome, à l'époque disait mais on va peut-être adhérer à l'OTAN, parce que peut-être qu'on n'a pas le choix. Alors est-ce que c'était expérimental? Oui, c'était expérimental. Mais on n'a jamais baissé la garde, et ça je suis obligé de le dire. Par exemple, un exemple qui quand même montre qu'on n'avait pas une totale confiance et qu'on n'était pas si naïf qu'on le dit parfois, tous les mercredis matins à 11 h, les ambassadeurs du groupe de Berlin, l'américain, l'anglais, l'allemand et le français se retrouvaient, alors successivement dans leurs ambassades, dans une chambre sourde, puisque le folklore russe, c'est qu'on fait tout dans les chambres sourdes, les cages de Faraday, en principe impénétrables par les rayonnements, et donc par conséquent, on ne peut pas, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que l'un d'entre nous a oublié son téléphone portable dans sa poche, ce qui permet effectivement de savoir exactement ce qui s'est dit. Mais ce n'est pas très grave, parce que dans le fond, on faisait de l'analyse comparative sur ce qui se passait en Russie à l'époque. Et c'était très intéressant. Et on allait, en plus de ça, on allait partout. C'est-à-dire, tout était ouvert à l'époque. Pour ça on pensait même, un certain nombre de collègues pensaient que tout étudiant en sciences politiques dans nos capitales aurait dû faire un stage obligatoire de 6 mois à Moscou, parce que le ventre était ouvert. On voyait le pouvoir fonctionner à l'état nu. N'était pas travesti par autre chose. Donc c'était en effet intéressant, y compris les oligarques, qui naturellement jouaient un rôle important. Mais on a bien vu Poutine les mettre au pas, on a bien vu Poutine vouloir rétablir un peu d'ordre dans ce pays, où les gouverneurs élus n'en faisaient plus qu'à leur tête. Les gouverneurs élus n'en faisaient plus qu'à leur tête parce qu'ils pouvaient avoir un intérêt particulier à traiter avec les mafias locales et à prévoir des lois qui n'avaient rien à voir avec la loi fédérale. Donc c'était ça le climat à l'époque. Pourquoi ça n'a pas marché, cette tentative d'arrimage à l'Europe? Parce que c'était trop difficile et trop tard. À partir du moment en 2004 où les Polonais et les Baltes sont entrés dans l'Union européenne, ils ont dit écoutez non, vous êtes gentils mais nous on ne veut pas. On a trop souffert de ce pays et on ne veut pas. Bon, ça, c'est la raison la plus apparente. Une autre raison, c'est que, moins apparente, mais qui est une constante encore aujourd'hui, c'est que les États-Unis ne voulaient pas. Les États-Unis ne voulaient à aucun prix qu'il y ait un rapprochement économique entre la Russie et l'Union européenne. Et qu'ils avaient un certain nombre de relais, bien sûr, à la Commission européenne, à travers son président de l'époque, puis aussi à travers des fonctionnaires. Par exemple, la première idée qui est venue à la Commission de Bruxelles lorsqu'on a parlé d'un espace économique commun, c'était le démantèlement du monopole de Gazprom. Alors, bien sûr, il faut démanteler les monopoles, bien sûr, il faut les démanteler un jour. Mais commencer par ça, c'est vraiment s'attaquer de front à ce qu'a toujours été la vache à lait des autorités politiques russes, et avant cela soviétiques, c'est-à-dire Gazprom. Donc pour toutes ces raisons, le sujet s'est enlisé assez rapidement et on n'en a plus reparlé en 2005, c'était complètement enterré. Et Poutine a pu faire ses déclarations à la réunion sur les questions stratégiques de Munich 2007, au printemps 2007, ouais. En disant maintenant ça suffit, j'ai été bon garçon avec les Occidentaux, maintenant je défends les intérêts de la Russie, et travaux pratiques l'année suivante avec l'invasion de la Géorgie. Et on n'a pas réagi suffisamment à ce moment-là. Il aurait fallu réagir militairement. Militairement ? Militairement. On ne pouvait pas parce que les Américains étaient en année électorale et parce que ce n'était pas le climat du moment. Mais à l'époque, ça aurait probablement évité des inconvénients futurs et ce que nous connaissons maintenant. Mais cette histoire, elle pèse encore beaucoup sur le climat actuel et elle alimente aussi pas mal de théories du complot qui circulent sur le fait qu'on a tendu des pièges à la Russie, qu'on lui a fermé des portes, etc. etc. Comment tirer le fil de toute cette époque des années 2000 jusqu'à 2023 et l'invasion et aujourd'hui cette crise majeure? Moi, je considère qu'on ne peut pas établir une politique étrangère sur des théories du complot. Mais bien sûr, il y a des complotistes. Bien sûr, il y a des groupuscules qui cherchent à
faire évoluer les choses dans telle ou telle direction. C'était le cas en Russie, où il y avait des nationalistes, il y avait d'anciens communistes, Zhirinovsky par exemple, qui ne voulaient pas d'un rapprochement avec l'Europe, bien entendu. Je pense qu'à l'époque, il y a eu une époque où Poutine était agnostique. Il laissait cette politique expérimentale se développer pour voir quelles seraient les conséquences pour lui en termes d'abandon de souveraineté. Et puis finalement, autour de lui, il y avait un entourage qui était composé de trois partis. Il y avait son Sherpa pour les sommets, y compris pour le G8, puisqu'on avait admis Yeltsin au G8. Et le Sherpa était, figurez-vous, pro-américain. Quand j'allais préparer les G8 au Kremlin, je rencontrais ce garçon qui était un économiste brillant, mais qui me disait de toute façon, vous êtes le dernier pays socialiste du monde, puisque EDF, la SNCF, toutes les grandes sociétés sont d'État. Donc, qu'est-ce que vous venez nous raconter là? Alors, il a fini par émigrer aux États-Unis. Il a été cohérent avec lui-même. Il y avait une autre partie qui était pro-européen, c'est ceux avec lesquels on travaillait, bien entendu, et une troisième fraction qui était nationaliste, disons, panslave, c'est-à-dire la Russie doit faire tracer son chemin toute seule, et peut-être avec des pays devenus indépendants de l'ancienne Union soviétique. Donc il y avait ces trois, et Poutine naviguait entre ces trois pôles qui existaient. Et évidemment, le pro-américain qui jouait un rôle important puisqu'il était Sherpa est parti, il s'est exilé. Les pro-européens se sont évaporés ou ont changé d'avis. Et c'est la tendance nationaliste dure qui l'a emporté progressivement. Mais il n'y a jamais eu de tentative de l'OTAN, évidemment, d'envahir la Russie. C'est une absurdité totale. Est-ce que quand on est ambassadeur ou d'ailleurs diplomate à Paris, est-ce qu'on est amené à faire des choses dont on n'est pas fier? Alors, comme je suis devant une auguste assemblée, je vais dire que j'ai eu de la chance parce que ça ne m'est jamais arrivé. Non, mais je pensais par exemple, on parlait tout à l'heure, tu as fait une allusion à cette négociation avec la Chine pour cette réconciliation. Alors là, je suis prêt à la défendre, bec et ongle, aucun problème. Mais elle est indéfendable. Comment est-elle indéfendable? Il se trouve que tous les pays, tu le sais puisque tu as été en poste en Chine, tous les pays qui ont des relations diplomatiques avec Pékin, naturellement, font une croix sur les relations diplomatiques avec Taipei. Il n'y a que quelques pays qui n'ont pas fait. Le Vatican, d'ailleurs, se demandait bien avec le pape précédent comment faire pour changer de pied. Parce que le pape jésuite voulait des relations, évidemment, avec le vrai centre de la Chine. Alors, effectivement, tous les pays qui ont des relations diplomatiques avec Pékin reconnaissent explicitement qu'il y a une seule Chine et que sa capitale est à Pékin. D'ailleurs, c'était également la thèse de Chiang Kai-shek et du parti du Kuomintang. Le parti du Kuomintang a évidemment évolué après la disparition de Chiang Kai-shek et il est devenu un peu différent maintenant, mais il n'est pas aussi axé sur l'indépendance de Taïwan que de l'est le Parti démocratique actuellement au pouvoir. Le Parti démocrate taïwanais sait pertinemment que s'il déclarait demain matin l'indépendance unilatéralement, eh bien le lendemain il y aurait une invasion chinoise. Tout le monde le sait. C'est d'ailleurs pourquoi nous disons, et les Américains les premiers, surtout ne faites pas ça. Notre position, c'est qu'il faut garder le statu quo. Le statu quo est parfait, puisqu'il y a un régime d'économie de marché, de liberté à Taïwan, et qui permet une innovation d'ailleurs considérable, et que effectivement, il n'y a pas de raison de changer cette situation. Est-ce que la Chine populaire fera un coup de force pour la changer? C'est probable. Elle essaie d'abord de le faire par des moyens économiques, et puis ensuite, effectivement, il est probable que, en tout cas, d'ici 2049, c'est-à-dire le centenaire de l'arrivée des communistes au pouvoir à Pékin, eh bien, ils feront en sorte que Taïwan rentre dans le giron de la Chine. Peut-on l'empêcher? Peut-on garder la liberté qui règne à Taipei?
Malheureusement, l'exemple de Hong Kong nous fait penser que ça sera très difficile, puisqu'à Hong Kong, on pensait que ce serait possible, au moins pendant une très longue période de transition, et puis finalement, les Chinois ont frappé un grand coup et ont frappé d'alignement, en réalité, Hong Kong et les autorités de Hong Kong. Personne ne sait comment ça va se passer pour Taïwan. Alors, pour ce qui est de la négociation dont vous parliez tout à l'heure, il se trouve qu'un gouvernement français a donné des autorisations de vente d'armement à des industriels français, donc en Siemge, par le comité interministériel d'autorisation des ventes d'armes, pour vendre des armes à Taïwan. Parce que ces producteurs d'armes français disaient on ne peut plus vendre d'armes, on n'a pas le droit de vendre des armes, en tout cas à la Chine, puisqu'elle est sous embargo des pays occidentaux après les événements de Tiananmen. 89. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'en vendrait pas à Taïwan? Et un gouvernement français, avec un lobby taïwanais très puissant à Paris à l'époque, a finalement accepté qu'on vende une soixantaine de Mirage 2000-5. Il semble qu'il en ait encore 50 en service d'ailleurs, plus des frégates. Pékin n'a pas pu empêcher cette vente, n'a pas pu empêcher non plus les livraisons. Et donc, effectivement, la réaction finale du gouvernement de Pékin, c'était de mettre sous embargo toutes les entreprises françaises du CAC 40 et grosso modo tout ce qui venait de France. Donc on ne pouvait plus rien vendre en Chine. Le MEDEF, au bout de quelques temps, est venu dire à M. Balladur que ce n'était pas possible de se priver du marché chinois parce qu'on avait fait plaisir à nos industries de l'armement en les autorisant à vendre à Taïwan. Il y a eu un arbitrage, ça ne regarde que M. Balladur, qui était en période de cohabitation, donc probablement que le président Mitterrand lui a dit, après tout, faites ce que vous voulez. Et le fait ce que vous voulez a été de nommer un inspecteur des finances très très connu qui était chargé donc d'une négociation qui dans un premier temps était secrète et j'étais chargé de l'accompagner. Donc je prends ma part du fardeau puisque nous étions deux, mais c'était lui le chef de délégation et j'étais son adjoint. Pendant l'hiver pendant l'hiver 93-94, on a dû aller une bonne douzaine de fois à Pékin avec des séances de négociation qui duraient à la maison des hôtes du gouvernement pendant plusieurs jours. Paul-Jean Ortiz, l'excellent Paul-Jean Ortiz, mon ami Paul-Jean Ortiz, qui malheureusement nous a quittés, était avec nous, puisqu'il était à l'époque chargé d'affaires entre deux ambassadeurs. Et finalement, on a négocié un papier qui ne dit pas autre chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une seule Chine et qu'à part des armes défensives ou des armes destinées à la police, eh bien, la France ne vendrait plus d'armes offensives à Taïwan. Encore que on continue d'entretenir celles qu'on a vendues, de fournir des pièces détachées, etc. Il y a une tolérance. Et puis, pour la soif, quand on a été voir Li Peng, qu'on était sur le point d'aboutir, il dit oui, mais quand même un petit point. Moi, je voudrais bien faire un voyage à Paris parce que au 14 juillet 89, il y a eu un défilé un peu bizarre à Paris. À part le défilé militaire, ça on n'a rien à dire. Il y a eu un défilé fait par un certain monsieur Good où il y avait un tambour chinois avec plein de dissidents chinois tout autour. Avec leur vélo, qui faisait marcher la sonnerie de leur vélo. Et ils ont descendu les Champs-Élysées. Bon, moi, je veux effacer ça, et donc je veux remonter les Champs-Élysées et aller déposer une gerbe à la tombe du soldat inconnu. Bien entendu, en contrepartie, M. Balladur fera une visite officielle en Chine. Les deux visites ont été épouvantables, en tout cas pour le directeur d'Asie. Mais il fallait avaler la potion amère. Pour ce qui est de Paris, bon, M. Pasqua était alors ministre de l'Intérieur. Il a complètement évacué les Champs-Élysées, plus 3 rues sur les côtés. Donc il n'y avait pas beaucoup de risques de manifestation. Il a même disposé, pour faire plaisir à Li Peng, des tireurs d'élite avec des cagoules sur les toits. Li Peng a dit quand même, ce pays est bien tenu. Bon. Peu importe, c'était du folklore, c'était du cinéma. En revanche, la visite Balladur en Chine a été un peu plus compliquée puisque
au fur et à mesure qu'on avançait, de Pékin à Xi'an, de Xi'an à Shanghai, les militants avec lesquels on avait rendez-vous étaient arrêtés pour la durée de la visite, pour que les rendez-vous n'aient pas lieu. Donc effectivement, là, on s'est fâché. La visite a failli être interrompue. Et puis finalement, M. Balladur a arbitré, là encore. Il a dit, écoutez, voilà, on a pris la décision de normaliser nos relations avec Pékin. C'est pas pour remettre tout ça en péril maintenant pour cette affaire-là. Voilà. Donc, moi, je suis en effet, bien sûr, hostile à tout pays autoritaire, sauf que la plupart des pays du monde ont des relations diplomatiques avec Pékin, bien que, après avoir fait des atrocités à la place Tiananmen en 89, eh bien maintenant martyrise les Ouïghours, martyrise le Tibet et prépare dans le plus grand secret la succession du Dalai Lama. Donc tout ça c'est inacceptable, bien entendu, mais voilà, ça ne m'a jamais empêché de faire mon travail. Si naturellement, pour répondre complètement à votre question, un gouvernement fasciste était par malheur arrivé en France, probablement j'aurais cessé de faire ce métier. Donc j'ai répondu à votre question, oui. À ta question. Oui. Très bien. Le temps passe vite et est-ce que on peut... la profession de diplomate a évolué, le corps diplomatique a été dissous, il y a même eu une grève au Quai d'Orsay, enfin, c'était une période récente assez agitée. Est-ce que ce métier existe toujours et est-ce qu'il est... quel regard tu portes sur cette évolution, sur quel conseil tu peux donner aujourd'hui à un jeune diplomate qui lit ton livre et se dit je vais avoir moi aussi une carrière comme celle-là, mais dans un environnement politique un peu différent? Je vais même aller plus loin. Si j'étais ce jeune diplomate, qu'est-ce que je ferais ? Dans ta deuxième vie, après mon passage de 4 années en Chine. Alors, si les conditions étaient les mêmes que lorsque je suis entré au Quai d'Orsay, je ferais à peu près ce que j'ai fait, c'est-à-dire une formation très très solide, très très technique dans les négociations européennes, parce que c'était l'endroit où elles étaient les plus rigoureuses et les plus formatrices, puis ensuite aller de par le vaste monde au gré des circonstances et des rencontres et des possibilités de nomination. Bon, aujourd'hui, je ne ferai pas la même chose. Parce que, comme tu l'as dit, d'abord, l'ENA a été dissoute, remplacée par un Institut national de la fonction publique qui forme des administrateurs de l'État. Et en sortant de l'ENA, certains d'entre eux sont recrutés par le Quai d'Orsay avec des entretiens d'embauche, une marque d'intérêt de la part des candidats, mais aussi des entretiens d'embauche avec des hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay pour voir si le candidat paraît convenable pour entrer au Quai d'Orsay. Et puis ensuite, la chose peut recommencer un peu selon la volonté des gestionnaires de l'administration, du corps des administrateurs de l'État. On peut dire, bon, maintenant, monsieur, vous avez passé 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 10 ans au Quai d'Orsay, ça suffit, il faut que vous alliez au ministère des Finances, puisque vous êtes polyvalent. Ou bien il faut que vous alliez au ministère de l'Agriculture, puisque vous êtes polyvalent. Ou bien il faut que vous alliez au ministère des Affaires sociales, au ministère de la Santé. Ça n'a rien d'infamant. Mais puisque vous êtes polyvalent, il faut accepter de bouger. Alors, puisque je suis ici, effectivement, j'ai préparé ma réponse. Le conseil que je donnerais aux jeunes diplomates qui veut rester dans la diplomatie, eh bien, c'est d'apprendre le chinois et de venir à l'INALCO, évidemment. Parce que là, les gestionnaires de la mobilité du nouveau corps des administrateurs de l'État sont coincés. Ils sont obligés de tenir compte de cette spécificité, c'est-à-dire du fait que l'intéressé parle une langue rare, qui peut être pas forcément le chinois, ça peut être évidemment le japonais, une langue asiatique, ou même, puisqu'on manquait de recrues, j'ai l'impression qu'on a accepté à un moment donné que même l'allemand, à l'est du Rhin, soit considéré comme une langue orientale. Donc tout est possible.
On est Mais toujours en tout cas, l'oriental de évidemment, quelqu'un. il faut faire Langso et prendre la peinture Langso de façon à espérer pouvoir tenir le choc plus longtemps au Quai d'Orsay. Voilà, hein, voilà, parfait. Et donc là, voilà, je signe. Voilà. Par ailleurs, effectivement, s'agissant de la suppression de l'ENA, moi je dis dans le livre, mais ce n'est pas très important, que je regrette qu'on ait supprimé la marque. Ça, c'est le côté HEC. Une marque, ça ne se supprime pas, ça se vend. Moi, le jour où j'ai proposé au ministre des Affaires étrangères du Vietnam de me donner des candidats pour venir à l'ENA, je dis, on improvise un jury à l'ambassade et on a 2 postes pour des candidats vietnamiens à condition que ce soit des bons candidats qui parlent couramment le français et qui soient très malins. Il m'a dit, vous allez voir. Et effectivement, parmi les candidats, il y avait son chef de cabinet, qui évidemment est entré à l'ENA, a fait l'ENA. Comme les Vietnamiens ont joué le jeu, ils l'ont nommé ambassadeur à Paris 10 ans plus tard. Et à Paris, il ouvrait toutes les portes. Il allait au Trésor, il allait partout. Salut, comment vas-tu, etc. Il connaissait tout le monde, évidemment. Donc, il était extrêmement efficace pour son pays. Ça, c'est terminé, puisque la marque n'existe plus, avec son prestige. Les candidatures étrangères peuvent exister pour l'Institut national de la fonction publique, mais c'est vrai que c'est moins excitant d'aller à l'Institut national de la fonction publique que d'aller à l'ENA. On s'est pas mal croisé ces dernières années sur les plateaux télé. Et parce que, notamment, depuis l'invasion de l'Ukraine, donc depuis maintenant plus de 3 ans, il y avait ces plateaux télé typiques avec un ancien ambassadeur à Moscou, un ancien général, un journaliste et une Ukrainienne. En général, c'était sur LCI, en tout cas, c'était comme ça. Quel regard tu portes en étant de l'autre côté, puisque avant, tu étais ambassadeur, tout d'un coup, tu te retrouves sur les plateaux télé comme nous, journalistes, sur ce système d'information, sur la manière dont des crises comme celle de l'Ukraine ou aujourd'hui le Moyen-Orient sont traitées dans le débat public, que ce soit sur le plan médiatique ou sur le terrain de la politique. Donc, d'abord, moi, quand j'ai commencé ça, quand on m'a fait signe, j'étais à la retraite depuis plus de 10 ans, donc j'étais assez libre de ma parole. Et puis c'est vrai que spontanément, je n'ai pas pour habitude de jouer contre mon camp. Et par conséquent, finalement, je divergeais assez peu de la position française. Mais je me sentais quand même libre de ma parole. Et ayant été diplomate toute ma vie, en effet, j'attache une certaine importance au respect du droit international. Tout ce que j'ai raconté sur les plateaux, qui étaient composés, comme tu viens de le dire, était en fait la défense du droit international. Le fait que la Russie ayant reconnu l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, eh bien, elle ne pouvait pas envahir ce pays et le réduire à merci. C'était la destruction de tout respect du droit international. Et c'est ce que j'ai défendu pendant ces 2 années. Les militaires, eux, font leur travail, c'est un jeu de rôle. Les militaires donnent toutes les précisions sur le calibre de l'obus, machin truc, etc., du canon, machin chevaux, bien sûr. C'est leur travail, bien sûr. L'Ukrainienne de service prenait ses instructions là où elle devait les prendre. Mais là, évidemment, ça avait plus un côté comédie, parce qu'on aurait pu tenir son rôle, puisqu'on savait pertinemment ce qu'elle allait dire. Ce qu'elle allait dire, c'était la position officielle des services de renseignement ukrainiens, qui est généralement connue. Alors, là-dedans, c'est effectivement les journalistes qui, dans le fond, sauvaient la mise, parce qu'ils étaient plus indépendants, dans le fond, dans leur analyse. La critique que je ferai aux chaînes d'infos, c'est d'être trop le nez sur l'actualité immédiate et de manquer de recul. Or, sur ces sujets, il faut pouvoir prendre du recul de temps en temps, de façon à expliquer les choses. Alors, on en prend par la force des choses, puisque maintenant, on parle presque plus d'Ukraine, sauf le soir après 10 heures, et dans des conditions un peu particulières. D'ailleurs, les Ukrainiennes aussi ont disparu. On a dû les rappeler sur le champ de bataille. Mais ça va évidemment mal se terminer, puisqu'on n'en parle plus, puisque les États-Unis de Donald Trump sont en train de se désengager
D'ailleurs, au G7, le représentant des États-Unis, ce n'était plus M. Trump, puisqu'il était parti. Il déteste le G7, il déteste tout ce qui est multilatéral, mais il y avait naturellement un représentant des États-Unis qui s'est opposé à la phrase sur la défense de l'Ukraine. Donc c'est clair. Et il va y avoir des engagements progressifs des Américains. C'est un sujet qui maintenant est dans l'ombre, on en parle beaucoup moins. Tout se passe comme s'il y avait non pas une instruction, mais une sorte d'entente tacite pour en parler beaucoup moins et pour préparer à la résignation. La résignation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie continuera d'administrer les territoires qu'elle administre, peut-être un peu plus si la guerre dure encore longtemps, et c'est bien possible, et que l'Ukraine résiduelle, l'Ukraine libre en quelque sorte, sera réduite à merci parce que Poutine ne signera aucun cessez-le-feu tant qu'il n'aura pas obtenu la neutralisation de cette Ukraine résiduelle, de l'Ukraine libre. Et pour lui, la neutralisation, c'est la réduction drastique de l'armée ukrainienne, alors qu'aujourd'hui, c'est la meilleure armée d'Europe, celle qui a le meilleur entraînement, celle qui a appris à faire la guerre avec des drones, celle qui pourrait apprendre à nos militaires à faire la guerre avec des drones, parce que nous, on ne connaît pas. Hein. On avait fait l'impasse au départ sur les drones. Donc, c'est vrai que c'est triste, mais malheureusement, sauf sursaut, et l'histoire peut provoquer des sursauts, je crois que les perspectives ne sont pas très joyeuses. Alors, voilà pour l'expérience des plateaux. Bien, sachant que, en effet, c'est utile parce qu'on a l'information immédiate quand même, c'est utile, mais les meilleures émissions sont celles qui permettent de prendre un peu de recul par rapport à l'immédiateté. Tu parlais de la défense du droit qui est assez sérieusement mise à mal en ce moment, voire mortellement atteint, du droit international. Est-ce que l'Europe que tu as bien connue, donc tu racontais à 6, à 9, à 12, est-ce qu'elle est à la hauteur du défi de la reconstruction d'un ordre mondial, d'un monde dans lequel il y a Trump, Poutine, Erdogan et quelques autres? Bien sûr que c'est dommage qu'elle ne soit pas à la hauteur, mais l'Europe est indestructible. Là, tu parles à un Européen convaincu. Et j'en suis un autre, mais peut-être parce que j'ai passé beaucoup de temps. Et finalement, de crise en crise, l'Europe a surmonté ces crises, qui étaient souvent des crises d'ailleurs existentielles. Elle a surmonté le Brexit, à telle enseigne qu'en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de gens qui maintenant reconnaissent que c'était une erreur économique, une erreur politique. On l'a surmonté. On a surmonté la crise de la Grèce, qui a failli faire exploser l'euro. On surmontera les autres crises, mais je ne suis pas sûr qu'on soit en état de sauver l'Ukraine, si c'est ça la question. Non, c'est sauver le monde. Sauver le monde, oui. Plus simplement. Mais oui, parce que quand on dit l'Europe, c'est trop compliqué, c'est un truc absolument indescriptible. Enfin, c'est le fameux truc, l'Europe, quel numéro de téléphone. Mais c'est une de nos forces. C'est justement impénétrable. C'est le désespoir de Poutine, l'Europe, parce qu'il ne comprend pas comment ça marche. Les Chinois comprennent. Que tu connais bien, les Chinois disent oui, il y a beaucoup de numéros de téléphone en Europe, mais nous, ça ne nous dérange pas, on les fait tous. Ils ont des Huawei. Grave. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un monde dans lequel l'Europe est devenue le village d'Astérix du droit international. On est les seuls à défendre l'ordre international basé sur le droit, puisque les Américains eux-mêmes disent qu'ils veulent l'abattre avec Trump. Et donc, on est placé devant quel choix aujourd'hui? Eh bien, d'attendre qu'il y ait un nouveau président des États-Unis d'Amérique. Personne n'est éternel. Et il y a quand même à peu près 48 ou 49% des Américains qui pensent différemment de M. Trump. Donc même aux États-Unis, ça peut changer. Et puis, gardons notre modèle. Alors en effet, la crise actuelle devrait permettre de le réformer, de le rendre plus performant et de le simplifier. Mais quand M. Trump dit « Moi, je ne veux pas parler à Mme von der Leyen, d'abord parce que c'est une femme, et ça me dérange. Ensuite, parce que c'est une Allemande, et que ce n'est pas elle qui a gagné la guerre, et donc ça me dérange, etc. » C'est monstrueux. C'est un gros machiste monstrueux, c'est tout. Mais tout le monde le sait.
Bon, les Américaines aussi le savent, même celles qui votent pour lui. Donc, si vous voulez, je pense que là, l'Europe doit surtout garder le cap. Si d'ailleurs M. Orban veut un jour sortir, eh bien qu'il sorte. Ça fera des économies à l'Europe. Parce qu'actuellement, il est obligé de sortir de la salle à chaque fois qu'il y a un vote au Conseil européen pour le nouveau train, le 17e train de sanctions contre la Russie, parce qu'il ne veut pas le voter. Mais il le laisse passer, parce qu'il sait très bien que s'il vote contre, évidemment, il le bloque. Mais il n'aura pas ces milliards de subventions venant de Bruxelles. Donc qu'il s'en aille. Et il ne sera pas réélu. Non, ce que je veux dire, c'est que l'attractivité de l'Europe reste considérable. Si tu regardes le nombre de pays qui voudraient entrer dans l'Europe et qui d'ailleurs n'y rentreront pas, ça c'est un autre problème, parce qu'on a durci les conditions de ratification des traités d'adhésion et que maintenant, dans la plupart des États membres, il faut soit un référendum, soit des majorités qualifiées au Parlement, donc ça sera très compliqué. Et donc, il est bien probable que beaucoup de pays auxquels on a promis l'adhésion ne pourront pas adhérer. L'attractivité reste là.